Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue à Parents et amis. Toujours content de vous savoir là, vous imaginez là. Les statistiques nous montrent qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui prennent plaisir à écouter les entretiens qu'on peut réaliser avec un accent de la région de Québec dont on est très fier. Certaines personnes, vous savez, choisissent un métier par intuition, des fois par passion. Ça peut être vraiment un coup de folie ou un coup de foudre aussi, ou à cause d'un intérêt particulier. Dans notre podcast d'aujourd'hui, on va parler de transport en autocar, ce qui n'est pas si compliqué, mais quand même pas si... c'est assez singulier quand même. Pour mon invité, ça aurait été une occupation parallèle à une longue carrière en communication. C'est certainement l'un de vos préférés. Bonjour André Arthur. Hey, comment ça va? Ça va bien. Le seul métier que j'ai choisi. La radio, c'est un accident. C'est okay? vrai, comme la majorité des gens qui ont fait de la radio, c'est un accident. Être au bon endroit au bon moment ou au mauvais endroit au mauvais moment. Le hasard fait qu'un toi, j'ai une job d'été. Tandis que la route, c'est depuis longtemps, depuis que je suis tout petit, que j'aime la route. Pour moi, la route, c'est un milieu... Puis ceux qui n'aiment pas la route, là, la route est bête. Ceux qui aiment la route est bonne. N'oubliez jamais ça. Il faut que tu aimes la route. C'est comme les gens qui disent « Moi, je roule pas, je m'endors. » Ouais, mais si tu mangeais pas avant de partir, peut-être bien que tu t'endormiras pas. Je peux faire New York sur un Coffee Crisp et un Coke, mais essaye pas de me suivre dans le restaurant après, par exemple. Alors, mais ça, c'est vrai. On va en parler tantôt, des habitudes. J'ai entendu ça de chauffeurs de vannes qui font des longues runs. Ils ont dit les gens gèrent pas leur estomac. Ça se passe tout là. Ben oui, tu manges pas de friture. Tu regardes un trucker qui vient de faire 10 heures en ligne puis qui a encore 2-3 heures à rouler dans un truck stop, il va prendre une soupe. Il prendra pas des affaires frites. OK. Le gros hamburger ne sera pas là. Hamburger peut-être. OK. Mais pas frit, tu sais. OK. Les affaires qui se digèrent. Parce que quand ton estomac digère, il dit à ton cerveau de s'absenter. On sait maintenant, parce que les podcasts nous aident, André, on en sait plus sur ta carrière. Mais honnêtement, j'ai eu l'impression que dans ton cas, l'autocar, c'est une passion. C'est quelque chose que tu avais le goût. Mais là, moi, je veux savoir depuis quand, la genèse de ça. Y a-t-il un coup de foudre? Ça m'a toujours intéressé. Et j'ai toujours aimé la route. Donc, tu roulais avant d'être chauffeur. Oui. Quand on allait en famille en Floride, je les envoyais en avion, je suivais en auto, puis c'est pas parce que j'avais peur de l'avion, j'adore l'avion, mais pour moi, les vacances commençaient au départ et non pas à l'arrivée à ce moment-là. Y a-tu une indépendance pour toi de conduire? C'est pas ça. Non. Le plaisir de la conduite, la manœuvre, c'est quelque chose. Et un de ces matins-là, tu sais les matins de radio, Gilles, où t'as rien à dire, mais il faut que tu parles pareil. Tu dois être intéressant. Oui, t'as un chiffre à faire. Il faut que tu parles. Oui. Et on est autour du micro. Je sais qu'il y a Christian Thibault. Oui. Et à un moment donné, comme on n'a rien à dire, il y en a un qui lâche la platitude suivante. « Hey, qu'est-ce que t'aurais fait, toi, si t'avais pas fait de radio? » Et personnellement, j'ai répondu, je serais routier. J'ai conduit toutes sortes de régines. Malheureusement, j'ai pas conduit d'autocar. Mais la route, pour moi, c'est une passion. Te rappelles-tu de quel âge à peu près à ce moment-là? 40 ans? Oh non, bien après ça, je dois avoir... Écoute, j'ai commencé à rouler à 49 ans. Donc, j'ai 48 ans, peut-être. OK. Et de façon amusante, il y a un gars qui nous écoute qui s'appelle Hugo Gilbert, de la dynastie des Gilbert de Jonquière, propriétaire de la société Intercar, qui est à l'écoute. Il travaille à Québec à ce moment-là. Son père gère le Saguenay, lui gère Québec. Et il dit à un de ses amis qui travaille à CHRC, « Hey, écoutez Arthur, là, il dit qu'il n'a pas conduit d'autocar, là. Dis de venir nous voir, on va lui montrer comment faire. » Fait que je suis allé voir Hugo et je lui ai dit, « J'ai une proposition à te faire. Tu vas me montrer à conduire, merci, mais si je suis pas bon, on n'en parle pas, puis si je suis bon, tu me donnes une job. » Il a dit oui. C'est comme ça que ça a commencé. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as une idée en tête pour faire un genre de hybride ma job plus ça? Zéro. Je veux juste avoir du fun. OK. C'est comme moi, j'ai appris la moto. C'était pas pour un moyen... C'était juste par plaisir. Oui. Mais j'ai dit, c'est pas un moyen de transport. Pour moi, c'est un loisir. Je le voyais de même. Depuis le temps que ces machines-là m'intriguent, que leur opération m'intéresse, je me dis, regarde, j'ai une chance de mettre le pied dans une des rares compagnies au Québec à qui j'aurais confiance, Intercar, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, hein.
Moi, il y a du fling-clang là-dedans? Il y a des gens odieux. Il y a même une compagnie très connue qui est en fait un front pour les Hells Angels. OK? Trompe-toi pas, là, dans le transport de personnes, c'est dramatique. Puis il y a aussi des gosseux. Puis tandis que là, j'arrive, Intercar, grosse compagnie, à ce moment-là, qui fait du charter, qui fait de l'interurbain, qui dessert le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, qui a un permis pour aller partout en Amérique. Me voilà. Comment ça marche le cours? Parle-nous un peu des étapes. Bon, ben là, je peux pas donner ça comme un exemple parce que j'ai eu des faveurs. La faveur que j'ai eue, c'est que Hugo a pris... C'était la fin de l'hiver, il y avait pas beaucoup de travail, et il y avait un personnage unique chez Intercar à Québec dans le temps qui s'appelle Raymond Lapointe. Et Raymond avait cette patience. Je lui ai dit, Raymond, si mes professeurs à l'université avaient été aussi bons et patients que toi, j'aurais fini mes études à l'université. Raymond Lapointe m'a mis au volant. D'abord, Hugo lui a dit, va faire un test avec, puis tu m'en reparleras. Oh. Alors, on part avec un autocar et on monte dans le Saguenay, dans le parc des Laurentides. Il y a des bouts de neige, et tout ça. Puis on fait un U-turn à un moment donné, puis on revient. Puis Hugo lui dit, puis comment ça a été? Il a répondu, il a pas mis la roue en dehors de l'asphalte, on est correct. Et là a commencé, je dirais, une 60aine d'heures de formation. Tu t'arrives toujours de faire drôle parce que la première chose quand tu conduis un véhicule de 40 pieds... André, c'est surtout pratique? Ah, rien. OK. Et je connais la route, je connais la signalisation, je connais le code de la sécurité routière. Ils m'ont montré comment faire une ronde de sécurité. Puis ensuite, on est parti. OK. Puis une des choses à apprendre avec un véhicule, un gros véhicule, parce que l'autocar, c'est pas un véhicule lourd, c'est un gros véhicule. C'est pas pareil. Okay. Ça n'a pas 20 tonnes. C'est léger, puis c'est fait comme une verrière. C'est pas dans la même classe maintenant qu'une vanne, pour qu'on se comprenne, non? Ben, disons que c'est considéré légalement comme un véhicule lourd, mais la réalité, c'est qu'avec avec ces véhicules-là, c'est une grande verrière. Toute la force est dans le plancher. Il n'y a pas rien en haut. C'est léger. Fait que... Il faut apprendre nos distances. À un moment donné, on est à Parc de l'Exposition. Peut-être je vais recevoir une facture pour ça. On est au Parc de l'Exposition, puis il dit, tu vas passer le long de la clôture, tu vas tourner à 90 degrés, tu vas avancer de 100 pieds, puis tu vas reculer jusqu'à la clôture. Okay? Ça n'a pas l'air si pire. Non, il y a des miroirs, tu peux pas te tourner. Si tu te tournes dans l'autocar, tu vas voir la bécasse, tu verras pas. Et alors, je fais ça. Puis là, minutieusement, je recule, puis que je vois Raymond qui a un certain sourire. Il dit, viens, OK, tu peux mettre le frein de stationnement, on va aller voir en arrière. On arrive en arrière, la clôture était couchée. Arrête! Ben oui. T'as pas senti? Oh non. C'est trop loin, c'est trop gros, c'est trop fort. La clôture était penchée. Elle était pas couchée, on s'est sauvé. Mais au bout de tout ça... Intercar me prête un autocar, je vais à la SAQ, je passe mon permis de classe 2 avec un type qui se vantait de m'avoir pogné dans tout ce que je faisais en disant « Personne ne pourra dire t'as eu un permis parce que t'étais à la radio. » Et c'est là que ça a commencé. J'ai fait plusieurs voyages avec des chauffeurs qui s'assoyaient. Tu bains des innocents, comme on dit, à côté à droite? Ou derrière? En règle générale, les vrais chauffeurs ne s'assoient pas dans le banc des innocents. Ils s'assoient derrière le chauffeur. OK. Pour mieux comprendre ce qu'il fait, ou? Oui, puis pour la sécurité, parce que tu sais que si t'es pour frapper, la dernière chose que tu vas faire, tu vas te protéger comme chauffeur. Fait que... OK, là? Oh, oui. Le banc des innocents, c'est pas bon. Il n'y a rien, entre toi et le pare-brise. Et c'est le plus exposé, c'est toujours le chauffeur en avant. S'il y a un impact. Alors, j'ai eu plusieurs chauffeurs qui m'ont enseigné toutes sortes de choses, puis pour qui j'ai gardé des souvenirs extraordinaires. Denis Godin, en particulier, un gars extraordinaire, un gars de Québec. Et Marco Neveu. Tu sais, des gars qui sont venus faire des voyages avec moi et qui m'ont enseigné des choses. Ils m'ont fait des remarques. On s'est débriefé. On allait manger ensemble durant les pauses, tout ça. J'ai appris plein de choses. Et quand les chauffeurs que Hugo envoyait pour m'aider commençaient à dormir, je me disais, OK, on est correct. Hugo, là, ça va mieux. Les gars sont en sécurité, ils s'endorment. Et c'est comme ça que j'ai eu mon permis. Est-ce que...
Je sais pas pourquoi il me vient ça en tête. Je sais que vous avez souvent conduit, André, des gros camions. Puis là, vous avez une bonne charpente. C'est-tu déjà arrivé qu'on vous prête, mettons, une petite voiture? J'essayais de vous imaginer, vous qui aimez les autobus, les autocars, les gros camions. J'ai l'impression... Mon véhicule personnel pèse 6600 livres. Bon. On est loin d'un petit, je sais pas quoi. Moi, je me dis que dans la vie, c'est comme dans tout le reste, si t'es pour frapper de quoi, t'es mieux de frapper plus petit que toi. Sécurité, dans le fond? Oui. OK. Parce que ma blonde, elle, un Jeep plus haut, elle se dit au moins j'ai des chances plus qu'un petit char qui ne dépense pas. Là. Raison. Parfaitement raison. Il faut avoir pris une aile d'auto aujourd'hui sur un seul doigt pour voir que ça ne te protégera pas beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que, André, quand arrive le carrefour, radio est encore là? Puis là, si la passion s'installe pour l'autocar, comment on gère ça? Ah, ben là, ça a été la patience et la gentillesse des gens qui travaillaient au dispatch de Intercar. Parce que tu ne peux pas être si présent, là. Ils m'appelaient, puis ils m'offraient des choses, puis je disais oui ou je disais non. En règle générale, je disais oui. Et à chaque fois que j'ai pu rouler, j'ai roulé. Puis j'ai pas arrêté. Mais rouler, c'était quoi, il y avait... Chez Intercar, j'ai été chez Intercar pendant presque 20 ans, puis ensuite je suis allé chez Bel Horizon, une compagnie extraordinaire basée à Trois-Rivières, mais qui fait seulement du nolisé, tandis qu'Intercar faisait aussi de la ligne. Alors ça pouvait être, par exemple, peux-tu faire le départ de Bécomo demain matin? On allait à Bécomo, on couchait là, puis on venait le lendemain. J'ai fait ça plusieurs reprises, surtout en fin de semaine. Toutes sortes de choses. Des voyages nolisés, j'ai eu des clients réguliers. Par exemple, les 2 clients que j'ai le plus aimés dans toute ma carrière, c'était 2 équipes de hockey dirigées par des gentilshommes. Pascal Dufresne avec l'équipe féminine de hockey du cégep de Limoilou, des championnes. OK. J'ai été leur chauffeur désigné. J'avais leur horaire. Et j'ai eu aussi les équipes de hockey et de sport en général, mais surtout de hockey du cégep de Sainte-Foy. Dirigé par Christian Larue. On a fait toute l'Est de l'Amérique ensemble pendant des années. J'ai eu du fun, beaucoup. Est-ce qu'on a un choix? Est-ce qu'on a, sur la clientèle, le type de voyage où on vous offre, vous dites oui ou non? Règle générale, un gars qui choisit ses voyages, il fait pas une grosse carrière. OK, c'est ça. OK, hey, regarde, on a besoin de toi, là. Faut être flexible? Il faut être flexible, il faut être disponible, et puis il faut aimer ça, parce que si tu n'aimes pas ça, tu ne seras pas disponible. Mon feeling d'observateur néophyte, c'est que André, souvent les autobus, les voyages extraordinaires, c'est la fin de semaine, puis les jours fériés, souvent aussi. Donc, on travaille quand les gens ne travaillent pas. Oui, souvent. Ou l'été. L'été, j'ai fait de la baie James, j'ai fait de Terre-Neuve, j'ai fait 7-8 fois la Floride. J'ai fait de la Floride tout seul, j'ai fait de la Floride en équipe. Et c'est drôle, la Floride, parce qu'il y a tellement de broches à foin là-dessus, c'est épouvantable. Il y a des compagnies odieuses pour qui j'ai pas travaillé, qui, à un bout de temps, envoyaient les chauffeurs en Floride avec des groupes sur l'assurance chômage. On va te payer tes dépenses, puis tu vas aller en vacances en Floride. Il y a des gars qui acceptaient ça, des gars et des filles. Là. Ensuite, il fallait faire... construire une chambre dans l'autocar, mais il y a une compagnie qui avait fait une chambre dans la soute à bagages. Tu avais le derrière à 4 pouces de l'asphalte. Tu sais. Puis avec une trappe dans le plancher pour descendre te coucher. Ça n'a aucun bon sens. Il y a une compagnie de Québec qui s'est fait pogner à changer de chauffeur sans s'arrêter. Il était sur l'autoroute aux États-Unis, il était 3 heures du matin. Cruise control, j'imagine, j'espère. Il mettait l'autocar sur le cruise. Et le chauffeur qui avait le volant se levait debout. L'autre passait derrière lui et passait ses mains à sa gauche, prenait le volant, l'autre se retirait. Ils sont fait pogner, ils ont payé l'amende avec ça. C'est assez fou. Pour le temps que ça prend à changer. Imagine le passager qui s'est endormi, qui ouvre les yeux, puis qui voit cette manœuvre-là. Ça s'est fait avec des compagnies à Québec, des voyageurs de Québec, ça. C'est là que tu m'amènes à penser à un élément parce que c'est pas mon monde, les autocars, donc j'ai lu beaucoup... Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a quelques compagnies très sérieuses, puis il y a beaucoup de compagnies pas sérieuses. Et souvent, c'est des guerres de prix, parce que les pas sérieux embauchent n'importe qui, entretiennent n'importe comment et chargent moins cher. Par conséquent, ils sont très, très lourds dans la balance de la non-rentabilité de ce service-là. Je fais une parenthèse.
ton fils est dans l'aviation, tu me disais de René, eux autres là-bas, c'est très sévère, c'est très sérieux, les pilotes sont surveillés, les avions sont checkés plus que moins. C'est encadré. Mais est-ce que l'autocar est un monde aussi sécuritaire dans l'ensemble? Dans l'ensemble, non. Dans certaines compagnies, oui. Je vais te donner des compagnies pour qui j'aurais pas laissé embarquer mes enfants s'il y avait eu un voyage d'étudiants. Oh. Il y a des compagnies, d'ailleurs, il y en a une qui a tué une passagère il y a quelque temps dans l'État de New York, une compagnie de Québec. Le chauffeur s'est endormi à 8 heures le matin parce qu'après avoir passé la nuit à combattre le sommeil, vers 8 heures, la lumière dans les yeux, puis il a couché l'autocar, puis il y a une petite adolescente qui est sortie par la fenêtre, qui a été écrasée par le véhicule. C'était un ancien chauffeur du RTC. Pas habitué de travailler fort. Mais il me semble que vous avez comme excuse-moi, comme responsabilité beaucoup de choses. Moi, la première, oui. Quand tu dis, il y a combien de monde? Tu es 48, 50? Il y a des véhicules de toutes... Mais ce qu'on voit régulier, là, habituellement. L'aménagement à l'intérieur, là, c'est entre 48 et 54. OK. Plus que ça, à 56, t'es tassé. Et puis, il y a eu aussi une mode, j'en ai conduit beaucoup, dont celui avec qui j'ai fait le hockey du cégep de Sainte-Foy, qui est un plus petit autocar, mais pas tellement, mais à l'intérieur, on a enlevé 48 places et on en a mis 20 cucs. OK. Donc, c'était comme un salon, puis il y avait à l'arrière comme un petit lounge où les gens pouvaient aller s'asseoir. Non, c'est correct. Donc, sécurité des passagers, moi, je me dis, écoute, faut que tu aies confiance en toi aussi, parce que quand tu conduis, bon, c'est sûr, toi, tu me dis, on apprend, on est à l'aise ou on l'est pas, on aime la route ou on l'aime pas, mais, tu sais, je me disais, est-ce qu'il y a des conflits des fois, tu sais, faut que tu donnes l'exemple. Parce que d'abord, les gens qui s'attendaient parce que je faisais de la radio, que je passe le voyage sur le micro, puis à les faire rire, puis à leur conter des histoires. Il y en a-tu qui te demandaient ça? Beaucoup. Qui s'attendaient à, t'es un animateur, tu vas nous parler. Mais non, parce que pendant que je te parle, regarde, on a 20 tonnes à 110 km/h avec 1000 litres de fuel, 50 personnes. S'il y a un orignal sur le bord du chemin, j'aime mieux le regarder. C'est ça, l'orignal qui va me tuer, j'aime mieux le voir avant. Et là, après, les gens comprenaient. Évidemment, il y a toujours les gossous, là, mais ça aussi, c'est un petit problème. Là. Il faut apprendre à contrôler ça parce que les gens disent toujours « Hey, on peut-tu prendre une bière? » Regarde, je suis pas dans la police, j'ai pas le droit de te le dire. Mais tu sais, bon. Et mais il y a des gens qui exagèrent. Moi, je disais toujours, s'il y a quelqu'un de responsable, puis à cette personne-là, je disais, si quelqu'un est un danger, vous allez le débarquer quand je vais vous le demander. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé, tant mieux, parce que je me disais, à partir du moment où tu pars pour une destination, mettons un groupe, t'espères que tout le monde y va, mais s'il y en a un qui est sans génie, ou une qui fait la folle, faut juste pas que ça mette en péril la sécurité de l'autobus. Le seul que j'ai débarqué de force, ou que j'ai menacé de débarquer de force, il a failli débarquer, c'est un pédophile. C'est que... Ben ouais. Sur les interurbains, le vendredi soir et le dimanche soir, c'est plein d'enfants non accompagnés. Des couples séparés qui s'échangent les enfants par l'autocar. À la fin de semaine de garde. C'est ça. Alors, okay. le chauffeur se fait remettre 3-4 enfants avec de la documentation, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone. Il y a un adulte qui signe. Et à destination, il faut qu'un adulte soit identifié comme faut pour lui remettre l'enfant. Et j'avais, dans mon autocar, cette fois-là, je partais du Saguenay, je m'emmenais à Québec et j'avais dans mon autocar une vingtaine de personnes. C'était un vendredi ou un dimanche soir. Et je vois un gars qui embarque après les autres et qui va s'asseoir en arrière à côté d'une petite fille. J'ai passé beaucoup de temps dans mon miroir à surveiller. Puis à un moment donné, j'ai arrêté l'autocar. Je me suis stationné en bordure de la route du parc des Laurentides. Je suis allé voir la petite fille. Elle dit, ce monsieur-là, est-ce que tu le connais? Elle dit non. Oh! J'ai dit, monsieur, vous allez aller vous asseoir ailleurs. Toi, ma fille, tu viens t'asseoir en arrière de moi. En avant. En avant. Et si vous vous relevez, monsieur, vous débarquez. J'appelle la police, puis vous débarquez. Mais les enfants non accompagnés, c'est quelque chose parce que croirais-tu que... Non, mais que tu m'en parles, puis je me dis, c'est tout à fait plausible. Plus que l'avion, parce que dans le fond, c'est souvent interrégional. Hein? Oh, Gaspé, Montréal, Québec, cette île. Et un des phénomènes les plus tragiques, c'est le nombre d'enfants, presque 20%, que les parents ne se présentent pas pour les réclamer à destination.
J'ai débarqué. Avec la feuille, tout, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est triste en bas. Ah, regarde, je me souviendrai toujours d'un petit garçon, il avait 7 ou 8 ans. Je l'embarque quelque part, puis j'arrive à Québec. Et c'est à moi que j'ai dit, là, tu viens me voir, c'est ta mère vient te chercher, là. Ouais. Tu viens me voir, puis il est là, puis il attend, puis moi, il faut que je reparte. Et soudain, il me regarde, puis il dit, monsieur, je le savais que ma mère ne viendrait pas me chercher. Une autre fois, avec des cadets de Valcartier, j'arrive à Magog, avec des cadets qui finissaient le camp des cadets. Et j'ai un petit garçon, des cadets, là, il y en avait de 11-12 ans là-dedans. Oui, c'est jeune. Un petit garçon, personne ne vient le chercher, lui. Puis là, on n'a pas de papier, on n'a pas de documentation. Il y a un supposé officier présent, mais des fois, c'est très bien, puis des fois, c'est moins bien. Puis là, l'officier, il dit, on va le laisser ici, puis sa mère va venir le chercher. Oh, minute, toi là, sur le bord de la rue à Magog, on va faire... Je demande au petit garçon le numéro de téléphone de sa mère, j'appelle, elle me répond, elle dit, j'ai pas le temps d'aller le chercher, je suis chez la coiffeuse. Petit garçon est larmes aux yeux. Sa mère ne veut pas venir le chercher. Finalement, on est allé au poste de police. On l'a laissé au poste de police. En disant aux policiers, c'est ça. Puis comme les autres enfants qui sont dans les terminus... Il était-tu désemparé, le jeune? Comme trop habitué, c'est ça qui est le pire, hein? Habitué? Lui, il était à moitié habitué. Lui, il était un petit peu shaké. Mais, règle générale, de ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait ces enfants-là à l'agent de sécurité de la gare d'Autocar. Puis lui, en finissant son chiffre, il appelait la police. La police appelait la DPJ. André, techniquement, quand on est chauffeur d'autocar, est-ce qu'on tient un livre, on n'a pas le droit d'aller plus d'heures avant de se coucher? Je ne sais pas comment ça marche, vos horaires. C'est la même chose que pour les camions remorques, les gens qui font les États-Unis. Vous remplissez des... On a droit au Québec, un peu que j'essaye de m'en rappeler, à 13 heures de conduite en 14 heures de travail après 8 heures d'amplitude. Oh! Ça augmente, ça, tranquillement, là. Par exemple... il faut tenir ça par écrit autrefois. Maintenant, c'est électronique. Dans mon cellulaire. Tu l'as, parfait. Tu l'as, tu punches, tu pars. Puis la machine, l'ordinateur de l'autocar et ton cellulaire se parlent. Si t'es 45 minutes arrêté, mettons, ça rentre pas dans le temps, ça. Tu roules pas. Il faut que tu lui dises. OK, tu lui dis. Je m'en vais luncher, parce qu'il y a des différences. Il y a aussi un usage personnel qui peut arriver à certains moments. Si tu arrives à l'hôtel... t'es en repos, mais il faut que tu ailles souper. Mais c'est le seul véhicule que tu as, c'est l'autocar. Alors ça compte pas pour du travail. Mais c'est assez bien réglementé. Règle générale, aux États-Unis, mieux qu'au Canada et surtout mieux qu'au Québec, où on est au Québec, avec le contrôle routier, on est un peu pris avec des rent-a-cop, c'est-à-dire des gens qui ont raté l'école de police puis qui ont décidé d'avoir un gun pareil. Et c'est un peu pathétique comme façon de faire. Il y a une histoire qui a été racontée il y a quelques années, je crois qu'elle est vraie. C'est qu'il y avait un barrage du contrôle routier à proximité du terminus d'une grosse compagnie de transport de camions. Et les gars partaient de je sais pas où, puis ils avaient X heures pour rentrer au garage, puis des fois c'était serré, parce que après tant d'heures, c'est l'amende. Alors, les gars s'étaient placés à 1 kilomètre environ du terminus des camions, le contrôle routier québécois, et ils arrêtent un routier. Ils disent, on veut avoir ton logbook, on veut avoir ton manifeste, on veut savoir ce que tu transportes, on va regarder ce qu'il y a dans le... On fait une petite inspection mécanique, on va tout vérifier, on va vérifier ta chose de sécurité. Le temps passe, et finalement, ils lui disent, OK, absolument rien à vous reprocher, monsieur. Merci beaucoup, bonjour. Il retourne dans leur auto, lui repart avec son camion, il l'intercepte en disant, ton temps est fait. Des milliers de dollars d'amende. Ça, c'est salaud. Ça, c'est le contrôle routier du Québec. Là. C'est salaud, ça. C'est pas partout, mais il y a des régions au Québec où c'est comme ça. Qu'est-ce qui, André, du haut de ton expérience, qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'un chauffeur d'autocar est un excellent chauffeur d'autocar? Les mains lentes. Il faut avoir les mains lentes. Il n'y a rien de plus désagréable que les brusqueries. J'ai toujours eu l'impression que quand tu pars avec un voyage, tu as à peu près 3 kilomètres pour t'établir. Si dans les 3 premiers kilomètres, tu les as pas fait sursauter
où tu les as pas rendus inconfortables, étant donné que la perception de la vitesse en autocar est très relative, tu te rends pas compte de la vitesse. Pas tellement, non, c'est vrai. Tu peux aller beaucoup plus vite que ça ne paraît. Après ça, t'es correct. Mais si les gens se font bardasser, comme disait Denis Godin, si tu vois les foins dans l'autobus qui brassent d'un côté ou de l'autre, là, il y a de quoi qui marche pas. Autant les mains que les pieds, André, peut-être, si tu freines trop? Il faut être smooth. Faut être smooth. Évident. À certains moments, il faut freiner fort. Oui. Mais il faut être smooth. Plus t'es smooth, plus les gens sont relax, plus ils font un beau voyage, plus tu peux aller vite. L'autocar, est-ce que c'est barré? Règle générale, quand j'ai commencé, les autocars étaient barrés à 119. OK. Progressivement, avec le coût de l'essence et le comportement policier, ça a descendu. Quand j'ai arrêté, il y a un an, on était barré à 109, 109,5, 109,9. Mais pas d'un côte en descendant. Mais je me souviens, puis ces machines-là, surtout les machines Prévost, technologiquement, sont remarquables et j'ai découvert quelque chose. C'est le côté d'un autocar, c'est un mur. Le vent, t'es à la merci du vent sans arrêt. Et les accidents, les autocars qui se couchent sur le bord de la route, là, c'est parce qu'ils étaient sur la route à un endroit d'où vient le vent, il y avait des arbres, et soudain, ils passent devant une clairière, puis là, le vent revient pour l'arrêt. Pouf! L'autocar va se coucher. Moi, j'ai déjà changé de voie sur le pont de la Porte sans le vouloir, là. Le vent de côté. Oh. Alors, les autocars ont plus de côté que bien des bateaux ont de la voile. C'est extrêmement vulnérable. Et, ça, t'apprends ça sur le temps ou des vieux chauffeurs te l'ont dit? Check-toi, André. Oui, quand ils vendent de côté, tu réduis ta vitesse à moins d'être suicidaire, là, à moins d'être... Puis tu le sens. Le jugement. Tu sens que ça va. Pas pourquoi je me suis embarqué dans l'histoire du vent, là, mais effectivement... avec l'autocar, tout est dans... Il faut être smooth, il faut être dans la douceur. Dis-moi, André, je viens de t'entendre dire jusqu'à il y a un an, ça veut dire que est-ce que tu as décidé d'arrêter ou t'en fais plus du tout ou on t'a arrêté par ton âge? J'ai eu un petit problème de santé dont je me suis admirablement remis. J'ai à 75 ans, encore en forme. Là, la dernière année était un peu plus rough, mais rien qui m'empêche, rien qui met en danger ma sécurité. Ça craque de temps en temps. Ça craque de temps en temps. Quand tu fais du sport jeune puis t'es pas un athlète, quand tu arrives vieux, les genoux ont de la mémoire. Et j'ai été soigné. Parles-tu de ton cancer? J'ai jamais eu de nouvelles de ça, moi. À un moment donné, ils m'ont dit que c'était fini. C'est beau, c'est réglé, on passe à d'autres choses. Je me suis jamais amusé à passer d'autres tests. Okay. Malheureusement, je suis allé à l'hôpital de l'Enfant Jésus à cause d'une petite urgence. Okay. Et j'ai été traité un trou. Jamais je retournerai là. Okay. Et un des médecins, le médecin qui était censé me suivre, m'avait dit ben là, 6 mois sans conduire, pas de problème. Parfait. Après 6 mois, je pète le feu, je monte des escaliers, je suis pas essoufflé, regarde, j'ai pas de problème. Je recommence tranquillement à conduire. Et à un moment donné, c'est le temps de renouveler mon permis parce que médicalement, à un certain âge, pour les véhicules commerciaux. Oui. C'est ça. Alors, je vais voir ce gars-là. Puis je lui demande, il dit non. Eh bien, voyons, tu m'as dit qu'après 6 mois. T'es correct? Ah oui, mais, gna. Puis il était un peu frustré que j'avais pas suivi tous ses conseils, puis j'avais pas avalé toutes ses pilules. Mais cet enfant de chienne-là, puis je le dis à tous ceux qui m'écoutent, là, avant de faire confiance à un médecin au sujet de votre état de santé, assurez-vous que vous n'avez pas affaire à un enfant de chienne. Lui, c'est un peureux. J'ai son nom en mémoire, puis un jour, je vais le rencontrer, puis j'espère que j'aurai pas un bat de baseball dans mes mains. Ce gars-là a appelé à la SAC dans mon dos pour me faire perdre mon permis commercial. Oh! Il a fait ça, c'était pas... Dans le fond... Il prétendait que c'était son devoir. OK. Un enfant de chien. Hein? Il était frustré parce que, dans le fond, je n'étais pas toujours à l'hôpital en train de lui demander des médicaments, puis que les médicaments qu'il m'avait donnés, je les avais pas toujours tout pris parce que, pour toutes sortes de raisons. Mais est-ce qu'en théorie, on peut conduire jusqu'à temps qu'on soit apte? On pourrait aller à 80, il y a aucune limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est simplement, tant que tu trouves un docteur pour signer ton évaluation médicale, j'aurais pu trouver un autre médecin qui m'aurait
donné une évaluation médicale positive, mais étant donné qu'il avait déjà appelé à la SAC, là, ça aurait été une côte à remonter à n'en pas finir. Et je me suis dit que le diable l'emporte. Mais cet enfant de jeune-là, un jour, j'aurai l'occasion. Ça sert à rien d'avoir des mémoires si t'es pas rancunier. Est-ce que tu dirais, André, avec le recul, que ce qui t'a attiré dans ce métier-là est tout aussi, sinon meilleur que ce que tu imaginais? Au sortir de ce métier-là, tu sais, au départ, tu avais des belles attentes. Oui, il y a eu des grosses déceptions, puis il y a eu aussi des beaux plaisirs, mais fondamentalement, il faut que je vous fasse un aveu, même si j'ai essayé toujours d'être le plus gentil possible, je suis pas très tolérant avec les imbéciles. Et je dirais que mon autocar préféré, il était vide. Et pourtant, laisse-moi juste te dire quelque chose. Pourtant, j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont dit avoir fait des voyages avec toi et dire, mon Dieu, moi j'écoute M. Arthur, le polémiste qui brasse puis qui aime faire réagir les gens. Il était d'une gentillesse inouïe. Mais je te dis pas ça parce que c'est devant moi, je l'ai entendu. Ben, t'es bien fin. Puis effectivement, quand les gens sont gentils avec moi, j'essaie d'être plus gentil qu'eux. Quand les gens sont niaiseux avec moi, j'essaie d'être plus niaiseux qu'eux autres. J'ai toujours eu cette attitude-là. Je pense que c'est capable. Oui, je suis capable. Mais un des plus beaux voyages que j'ai fait, c'est partir à plusieurs reprises, parce que les dispatchers le savaient, surtout chez Bel Horizon, c'est de m'envoyer porter des autobus à un chauffeur qui a des difficultés à telle place. Je suis allé dans le fond des Maritimes, aux États-Unis, partir avec un autocar vide. Tu peux te décrotter le nez, tu peux écouter de la radio, tu peux chanter. Ta musique, tes affaires. Tes affaires. Tu vas lui porter un autocar, t'en prends un autre vide, puis tu le ramènes. Ça, c'est des beaux voyages. Es-tu une partie de toi-même qui est l'honneur? Oui. 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 Dis-moi, quels sont mettons, si on essaie de résumer juste pour les gens, là, les plus et les moins du métier, ce qui est le plus agréable? Moi, j'ai l'impression que c'est l'indépendance, la liberté, mais tu peux peut-être me dire complètement autre chose. Moi, ce que j'aime profondément, c'est la manœuvre. OK. La manœuvre d'un véhicule, j'étais pas mal habile sur la manœuvre. Les propriétaires d'autocars aiment ça quand on ramène le véhicule, pas trop égratigné. J'étais assez bon. Inventer des parcours aussi. Mais trouvé une façon de rentrer à Montréal à l'heure de pointe, en avant de tout le monde. Puis, à chaque fois, même les Montréalais dans l'autocar disaient « Wow, on n'a jamais passé par ici! » Et ça marchait. Et, tu sais, des petits trucs, des petites fantaisies comme ça de perfectionniste. Ça, j'ai aimé ça beaucoup. Puis, j'ai fait des beaux voyages. J'ai fait des Florides adorables. J'ai fait les Maritimes, c'était bien fun, puis j'ai fait New York une centaine de fois. Y a-tu une confrérie? Ça se parle-tu des chauffeurs d'autobus? Ça se connaît. OK. Ça se connaît, ça se croise. Parce que quand vous arrivez à un bus-stop, ou je sais pas où, là, les gros arrêts où vous arrêtez pour manger, mettre de l'essence, ou je sais pas. On va se saluer, puis ça en reste habituellement là. Sauf si un est mal pris. Là, les autres vont l'aider. Ou qu'il y a du mauvais temps à venir ou quelqu'un qui est passé ailleurs qui va te dire « check-toi à tel kilomètre ». Ouais, ça m'est arrivé, ça, moi, de rencontrer dans un truck stop aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, des gars de Greyhound qui m'avaient dit « fais attention à telle place. Il y a des difficultés. » Puis non, ça change l'information comme ça. Mais, règle générale, il y a beaucoup d'entraide. Si quelqu'un a rencontré un autocar en flamme ou quelqu'un, tout le monde s'arrête et il va vider son instincteur. Là, c'est certain. Okay. Si on prend des voitures, les camions normaux que les gens achètent, ça, il y a beaucoup de différences d'un à l'autre, d'une compagnie à l'autre, des styles de voitures. Les autocars, on connaît tellement pas ça qu'on a l'impression que c'est Prévost qui est fait partout en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a tant de différences d'un autobus à l'autre? Beaucoup. OK, mais parle-moi un petit peu en gros. Il y a deux grandes marques, MCI et Prévost. Okay. Prévost appartient à Volvo. Volvo, ça. Bon. Ce sont les deux grands fabricants d'autocars de luxe de longue distance. Il n'y en a pas d'autres. Okay. Les autres, c'est... il y a beaucoup de ces autocars-là, Mercedes, Vanout, et des trucs du genre qu'on voit... Hyundai, qu'on voit même dans le sud, des fois, on se demande... Oui, et quand on les rencontre au Canada, ils transportent des touristes. Si vous les rencontrez en Europe, ils transportent des écoliers. OK. Ah, OK. OK. Mais Prévost et MCI. C'est comparable ou pas? En volume, je pourrais pas te dire. Je crois que Prévost est deuxième en volume. Mais le plaisir de conduire, pour moi, a toujours été Prévost. J'ai eu, par contre, une ou deux fois des MCI vénérables.
Je me souviens qu'un des premiers véhicules que j'avais conduit, c'était un MC9, un 7 au plancher avec une cloche en céramique, laisse-moi te dire... À mitaine? Ben oui. Mais conduire un autocar manuel, c'est spécial parce que le bâton de vitesse a 40 pieds de long. Faut que tu l'attendes. La transmission est en arrière. Faut que ça se rende, la commande. Oh mon Dieu. OK? Et c'était spécial. Ce MC9-là, je te montais avec... On les voit à Cancun puis à Cuba aujourd'hui, eux autres. Oh, même pas. Et je te montais avec, chez Intercar, je te montais au Mont-Valin avec un groupe de chasseurs, de pêcheurs. Puis je passais sur des routes de gravelle, puis je passais sur des ponts, j'ouvrais ma fenêtre, j'entendais le pont craquer, tu sais. Mais j'ai eu du plaisir avec ça. Mais oui, un 7 au plancher, c'était une belle expérience. Les voyages idéaux pour toi, c'était quoi? Mettons ton régime, là, c'était les plus beaux voyages que tu peux faire. Un bel autobus, j'imagine, plus une belle gang? J'aime pas les autocars des dernières générations où l'ordinateur se pense plus fin que le chauffeur. Je pense que le raffinement le plus stupide que j'ai vu, qui est pas encore obligatoire, c'était une caméra dans le devant qui checkait les lignes blanches, là, les lignes de la route, là. Puis si tu croisais une ligne sans mettre ton flasheur, il y avait un vibrateur dans le siège. Ben ouais. À droite, si t'étais à droite, à gauche, si t'étais à gauche. Mais là, tu sais, à un moment donné, tu dis, ça va faire chier que... T'as trouvé un switch off, hein? Les compagnies qui l'avaient l'ont enlevé progressivement. Je sais pas si ça va revenir. Des beaux voyages. Les beaux voyages, ça dépendait des destinations. Et ça dépendait aussi des gens. Par exemple, j'ai fait... dans la région de Québec, pendant des années, les voyages de la Société des Amis du Jardin Van Denen de l'Université Laval. C'était presque toutes les fins de semaine de l'été. On allait quelque part voir des belles fleurs. Et c'était des gens de qualité. Des passagers de qualité. Puis c'était des voyages de qualité organisés par une bénévole de l'association qui s'appelait Marielle Carpentier. Elle organisait des voyages. J'ai jamais si bien mangé sur un voyage. Elle avait toujours des restaurants de qualité. C'était super le fun. Vous avez dû aller au Métis avec elle, c'est ça? On est allé au Métis au moins à chaque année une fois. C'est tellement beau, hein? Oui, le jardin botanique de Montréal. Mais j'avais été surpris de voir le nombre de beaux jardins privés ouverts à la visite. Tu sais qu'il y a un jardin dans Charlevoix qui n'est ouvert que 2 ou 3 jours par année. Juste à la sortie de la Malbaie en direction est, le jardin des 4 vents, qui appartient... Au bord du petit pont, là, c'est ça? Ouais, j'essaie de situer. ouais, Oui, en montant, OK. Et c'est à gauche et à droite. Ouais. Et ça appartient à des multimillionnaires. Moi, je disais toujours aux gens, c'est donc bien agréable d'aller renifler les pets des gens riches, mais des jardins extraordinaires. Ça, j'ai vu ça. Des voyages avec des équipes. Je t'ai parlé de Cégep Limoilou, Cégep de Sainte-Foy, ça, c'était de la gâterie. Des voyages rendus extraordinaires parce que l'organisation... J'adorais les voyages de sport parce que avec une équipe de sport... T'as-tu fait du rouge et or, mettons, jusqu'en Floride? Oui, j'ai fait ça plusieurs reprises. OK. Mais avec une équipe de sport, l'avantage, c'est tu sais à quelle heure tu pars, tu sais à quelle heure tu reviens, puis il y a un boss dans l'autocar. Là, ça, c'est 3 facteurs simplificatifs. OK. OK? Toi, tu te concentres sur ce que t'aimes, tu conduis. C'est ça. Tu essaies d'assurer que ton client... Et... je me rappelle aussi de... Comment s'appelait-il? Bill McNeil. L'équipe de rugby féminine de l'Université Laval était prodigieuse. Et son coach était un personnage extraordinaire. Quelqu'un avec qui j'avais du plaisir à parler. Je parle pas beaucoup quand je conduis, mais avec lui, j'avais pas besoin de parler beaucoup, puis j'apprenais plein de choses. Il avait joué au rugby, je pense, en Écosse puis en Australie. Puis, un personnage... beaucoup de plaisir à faire ce genre-là. Si un des clichés de l'autocar, c'est le magasinage à New York, magasinage à Pâques. As-tu fait beaucoup de ces voyages-là à New York? J'en ai fait énormément et j'ai vu une dégradation progressive de la qualité de ces voyages-là. Les agents de voyage sont par définition des gens très économes, pour pas dire mesquins. Et les Québécois sont pauvres et mesquins. Ils n'ont pas d'argent. Ils payent tellement d'impôts, les Québécois, que quand ils sortent, là, il faut qu'ils fassent toujours attention. Donc, New York, c'est
la grosse pomme, c'est New York, New York. Si je peux arriver là, m'arriver partout, comme Frank Sinatra disait. Le problème, c'est que les voyageurs canadiens, et québécois en particulier, sont détestés à New York. Oh! Et pour une raison très simple. On arrive avec un autocar dans la circulation, mais plus maintenant à cause de la pandémie. On bloque la circulation, on retarde le trafic, on est dans leurs jambes, mais on couche au New Jersey pour sauver 50 pièces. On mange dans des restaurants marginaux pour sauver des sous. On est tellement mesquin dans le choix de ces voyages-là que le New-Yorkais n'y trouve pas son compte. Quand je dis à un policier new-yorkais, donne-moi une chance, je vais rester ici 30 secondes de plus, je t'apporte des clients. Il dit, tu m'apportes pas de clients. Il dit, tes gens, ils couchent au New Jersey. Il n'y a pas tard. Il a totalement raison. Tranquillement, il y a des agences de voyage un peu moins cons que les autres qui ont commencé à offrir l'hôtel à Manhattan. Les gens qui veulent aller à New York, ils ont besoin d'un bon tour de ville. Après ça, sacre-moi la patience. Prends tes chouclaques, puis visite New York. Ouais. Si tu pars à New York avec un voyage organisé, puis que à 6 heures le soir, ou tout de suite après, ils te font souper à 4h30, puis là, tout de suite après, t'embarques dans l'autocar parce qu'il faut s'en aller à 100 km au New Jersey. J'ai vu ça, moi, à 100 km de distance de New York, parce qu'ils ont eu une chambre moins chère que les autres. À 69 au lieu de... C'est ça. OK? Et ces gens-là sont allés dans la ville qui ne dort jamais, puis ils ont dormi dans les pâturages du New Jersey. C'est des idiots. Mais ils reviennent en disant, faites un beau voyage, ça va coûter cher. Et là, il y a la journée débridée de magasinage dans Chinatown où ils se font vendre des cochonneries. Mais New York est une ville qui se visite à pied. Si vous voulez faire un voyage organisé, servez-vous-en pour aller à New York, puis ensuite revenir. En as-tu profité, toi, André, quand les nombreuses fois que tu es à New York pour aller visiter, découvrir? Beaucoup moins, parce que tu as un véhicule de 45 pieds de long, il faut que tu le places à quelque part avant d'aller faire la visite. Alors, tu peux très bien avoir le goût d'aller dans un restaurant, mais tu peux pas te stationner à... Bon. Par contre, les policiers de New York ont souvent une attitude extrêmement compréhensive avec les chauffeurs qui parlent anglais. OK. Les chauffeurs qui reviennent de New York avec des histoires d'horreur plus ou moins inventées sont, règle générale, des gens qui ne parlent pas bien anglais, bien que ce soit illégal de conduire un véhicule commercial aux États-Unis sans une connaissance d'usage de l'anglais. Savais-tu ça? Non, je savais pas ça, tu me l'apprends. C'est logique. 1000 piastres d'amende. Ben oui, c'est évident que s'il y a un pont emporté, puis qu'un routier me donne des indications pour le contourner, que je comprends pas, puis que je sacre l'autocar dans la rivière, parce que je comprenais pas l'anglais. Ça n'a pas de sens. Ça donc, un jour, j'étais avec un voyage privé. Et en après-midi, j'en avais même à profiter pour amener ma blonde. Parce que je savais que j'avais du temps, ce qu'on n'a jamais dans un voyage organisé. Et je dis, on me dit, garde, il est 3 heures l'après-midi, on n'a pas besoin de toi avant 11 heures ce soir devant tel théâtre de Broadway. Wow! Ah! Je pars avec ma blonde puis l'autocar, puis je m'en vais direct à ce théâtre-là, en me disant... Il va y avoir de la place là? Moi, essayer de m'organiser. Non, de la place sur Broadway. Et à ma grande surprise, pas loin du théâtre, visible de la sortie du théâtre, c'était mon mandat, il y avait un stationnement libre, il y avait un espace libre. C'était un arrêt d'autobus, mais très long. Fait que je me suis placé au bout de l'arrêt d'autobus, puis j'ai stationné ça là, puis j'ai dit, on va attendre un peu les réactions de la force constabulaire. Arrive une petite policière de New York, regarde, elle faisait 5 pieds 1, elle faisait à peu près un labo. Il y avait des talons. Et une petite madame, je dirais 30 ans, en forme avec des belles petites fesses rondes comme parfois les personnes de race noire, et drôle, avec des ongles longs de même, peinturés de couleurs différentes, chacun des ongles. Une petite policière. Puis, un beau sourire. Fait que, elle dit, monsieur, vous pouvez pas stationner là. J'ai dit, pourquoi, mademoiselle? Elle dit, parce que c'est un arrêt d'autobus. Mais j'ai dit, ça, là, c'est pas un scooter non plus.
Elle fige, elle me regarde, elle part à rire, puis elle dit « Oh, what the heck », puis elle s'en va. J'ai passé de 3 heures de l'après-midi à 11 heures le soir sur un no parking, juste parce que j'avais fait rire une policière. Là, tu peux aller te promener, là. Là, on est allé au restaurant, puis évidemment, tu prends pas de vin, mais tu peux quand même prendre un bon repas. Ce qui est drôle, c'est que c'est un monde quand même. Moi, j'imagine que la confrérie, ceux qui font des voyages depuis longtemps, quand vous avez la chance de jaser, il doit y avoir des anecdotes à pu finir que t'as pas vécu, mais on t'a conté. Sais-tu que tel gars, ou telle femme, ou tel groupe, ou tel, tu sais, il doit en avoir. C'est beaucoup moins que tu penses. OK. J'aurais toujours un mauvais souvenir d'un chauffeur avec qui j'ai fait mon premier voyage à New York, 2 autocars. Okay. Donc, on suit. Lui, c'est le gars d'expérience. Moi, je suis le petit nouveau. Et à cette époque-là, on avait un voyage de qualité. On avait un hôtel au centre-ville. Bon. Sur Lexington Avenue. Et le Marriott sur Lexington. Et on suit. On arrive à l'hôtel. On dépose nos passagers. Oui. On est libre pour la soirée. Et il disparaît. Pas parce que je voulais chercher quelqu'un pour aller souper, mais chercher quelqu'un pour aller stationner. Oui. OK? Et j'ai su par la suite qu'il faisait toujours ça parce qu'il ne voulait pas que je sache où il stationnait de peur que je lui vole sa place. Pour la prochaine ride, mettons. Oui, ou le lendemain. Ouais. Tu sais. J'oublierai jamais ce gars-là. Ben niaiseux. Ah, un cave. Un vrai cave. Est-ce que New York, c'est la... Tu sais, on parle de New York, l'importance, mais mettons qu'on compare Boston. Es-tu allé à Boston? Boston, c'est une ville... J'aime Boston, moi. Ben, c'est une je ville... peux pas dire que j'aime pas New York, là, c'est pas ça. Non, Boston est plus intellectuellement stimulante. Boston, c'est une ville unique. C'est une des rares grandes villes d'Amérique qui est aussi une capitale. Il n'y a pas beaucoup de capitales qui sont grosses aux États-Unis. Boston. C'est la ville la plus universitaire au monde. Ah oui. Étant donné qu'il y a 84 universités et collèges dans le Boston métropolitain, la région est remplie de jeunes qui sont intelligents et fortunés. Donc, l'industrie touristique s'est adaptée à cette clientèle-là. Et c'est une ville historique. C'est là que la Révolution américaine a été inventée. C'est une ville touristique et c'est une des 2 seules villes en Amérique avec San Francisco, je crois, où tu peux, au centre-ville, embarquer sur un bateau et 10 minutes après être aux baleines. Boston, c'est une ville... Je trouve qu'ils ont maximisé leurs attraits aussi. Tu sais, tu parles de l'eau. Ben, en bord de l'eau, il y a ça. On utilise très bien ça. Puis on a reconfiguré. C'est pas là qu'ils ont dépensé quasiment 20 milliards pour tout pousser une autoroute sous la route? La 93, qui traversait Boston le long du bord de mer du nord au sud, ils ont pris une autoroute à 6 voies, 3 dans chaque sens. Ils l'ont enterrée à 300 pieds de profondeur en dessous de la ville à 8 voies, sans arrêter le trafic. Je savais pas ça. Je savais que ça a été long et ça a été coûteux. Là, oui, et l'ingénieur... c'est parce que c'est de la boîte, t'as du remplissage. Okay. Et pour être capable de creuser un tunnel dans la boîte, il y a une seule façon, le geler. Ah oui? Alors, ils ont gelé la terre, ce qui a permis de creuser comme dans du roc, faire les armatures de béton et ensuite laisser dégeler. C'est ça qui a coûté cher. Il y a des mineurs de Rouyn-Noranda qui ont travaillé à Boston sur ce projet d'autoroute souterraine. Parce que c'était de la mine, c'était plus de la route. Et l'ingénieur, super ingénieur, qui a tout organisé les travaux dans une entrevue, a dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit, on est très fiers de ce qu'on a fait, parce que enterrer cette autoroute-là au centre-ville sans arrêter le trafic, c'est la même chose, c'est aussi difficile que de faire une opération à cœur ouvert sur quelqu'un qui joue au tennis. C'était si complexe. Ouais. Quand on n'est pas arrêté, dans le fond, c'est quasiment impossible, là, quand tu y penses. Jamais la 93 a été fermée. Jamais. Ils ont tout fait avant. OK, je comprends. Il faisait des bouts, il revenait en haut, il allait en bas. Ça a complexifié beaucoup les affaires, augmenté le coût. Je me souviens, moi, au coin de State et Atlantic, de m'être penché dans un trou, un manhole, là, avec des petits trous d'aération, de regarder, et à peu près à 200 pieds en bas, il y avait des lumières, et là, je voyais des camions qui se promenaient. C'était le chantier.
Est-ce que tu dirais que tu as appris du côté, mettons, en sociologie, faisons de la sociologie à Saint-Saëns, en voyageant toutes sortes de groupes, toutes sortes de monde, qu'il y a des différences fondamentales que l'on note quand on parle de notre métier de la radio, Montréal, Québec, Québec-Montréal, l'Est du Québec, dans ton public, dans l'autobus, quand tu vas à quelque part, les différences régionales sont là aussi? Tu peux pas plus, dans un autocar, mélanger des Québécois et des Montréalais. Ça marche pas. La chienne pogne. Comme à la radio. Pire qu'à la radio. J'ai toujours un souvenir parce que c'est arrivé à plusieurs reprises. Un des plus beaux endroits à New York, c'est Lincoln Center, sur Broadway, au coin de Broadway puis de Amsterdam puis tout ça, là. Le Lincoln Center, c'est le centre de gravité culturelle de l'Amérique. Metropolitan Opera, le New York City Ballet, le Philharmonique de New York, l'école Juilliard pour les enfants génies en musique et en art. Tout est concentré. Des édifices fabuleux, là. Oui. Oui. Et tout est concentré autour d'une plaza, au centre de laquelle il y a une extraordinaire fontaine de cristal illuminée qu'on remplace par un gigantesque arbre de Noël dans le temps des fêtes. By the way, New York, le meilleur temps, c'est entre le 15 décembre et le 15 janvier. C'est pas l'été. C'est là que c'est le plus beau. Si vous voulez en avoir plein la face. Ouais. Chaque fois quand j'arrivais là, le soir, on essayait de montrer les illuminations. J'essayais toujours de me bomber un espace de stationnement devant le Lincoln Center. Je faisais débarquer mes Québécois, puis je leur disais « Allez voir ça ». Et là, en quelques instants, je pouvais pointer... Ça, c'est une coupe de Québec. Montréal, Québec, Montréal, Québec, Québec. Je pouvais te dire d'où ils venaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux attitudes. Les Québécois de Québec ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, devant cette merveille d'illumination, ce prestige évident, les grandes murales de Chagall illuminées dans la front du Metropolitan Opera la nuit, avaient la mâchoire décrochée. Ils prenaient des photos, des selfies. Ils parlaient, il y avait la bras tendue. Les Montréalais, unanimement. La place des Arts, c'est plus beau. T'es pas sérieux? T'as rien que le goût de dire, non, chier. Indécrottable Montréalais. Je peux pas terminer ce podcast-là sans parler d'un événement tragique, les éboulements, parce que ça met en cause un autocar. Pour bien des gens, pour tout le monde, c'est un mauvais souvenir. Plus de 40 morts. Jamais cet accident-là n'aurait dû arriver. Jamais. Il était évitable, il était inutile. Est-ce que l'enquête a dit ça? L'enquête, je sais qu'il a amené plein de changements à la côte, là. Ça, on s'en rappelle un peu. Ce qui était absolument farfelu parce que Lucien Bouchard avait pogné les nerfs. Lucien Bouchard est allé sur place avec son hélicoptère et il a survolé. Pendant ce temps-là, les blessés sont partis en troc pour l'hôpital. Parce que pendant que monsieur se promenait en hélicoptère, quand ils ont vu l'hélicoptère arriver, tout le monde a dit, enfin, on va pouvoir envoyer les blessés. Il y en avait une dizaine qui étaient blessés gravement. Il y a des gens qui sont restés estropiés de ça. Mais Lucien Bouchard, il est venu là, il a pété de la broue, puis il est reparti, puis il a redonné des travaux de millions de dollars inutiles sur une route qui n'était pas dangereuse. Faut que tu m'expliques ça, là. La côte des éboulements qui mène à Saint-Joseph-de-la-Rive, oui. C'est une côte qui était utilisée, qui l'est encore à tous les jours par une dizaine d'autobus scolaires. Quand les stations-service Irving à l'île aux Coudes avaient besoin de fuel, la vanne de fuel descendait à la côte puis la remontait. C'est pas pesant, André, ça? Non. Des dizaines d'autocars par année allaient là, sans aucun problème. Quand un cultivateur avait besoin d'une pelle mécanique, la flotte, elle descendait la côte pour prendre le traversier. Il n'y avait jamais d'accident. Parce que les gens conduisaient en rapport, ils s'adaptaient. Le problème, c'est que l'organisatrice de ce voyage-là, à Saint-Bernard, elle avait demandé des cotations à Intercar, à Orléans Express, à toutes sortes de compagnies prestigieuses, puis des gens qui chargent ce que ça vaut. Puis là, elle avait fait un coup par siège qu'elle avait vendu à ses amis au Club de l'Âge d'Or de Saint-Bernard. Puis, au lieu de prendre l'autocar d'une compagnie sérieuse, elle est allée voir un pauvre type, là, un gars, j'oublie son nom, André quelque chose,
il est installé à Thetford Mines. Il y a 2 autocars dans sa flotte. OK? Lui, il fait du gossage autour de Thetford Mines, mais il lui fait une soumission, la moitié prix de ce que Intercar aurait chargé pour ce voyage-là, et il lui loue un autocar qui est en bon état, mais qui n'est pas équipé pour faire la côte. Il n'y a pas de frein à disque, il y a des freins à tambour. Il n'y a pas... Il est trop vieux, dans le fond? Oui. Il y a une transmission manuelle, puis il n'y a pas de frein moteur, le Jacob ou le retardeur qui existe maintenant. Sur les affiches, quand on dit surveiller votre frein moteur. Quand on entend la compression exagérée, là, il n'y a pas ça, lui. Et son chauffeur, un petit Desruisseaux, c'est un ancien laveur chez Intercar qui voulait chauffer, et qui finalement a été embauché à Thetford par ce brave homme qui avait 2 autocars. Puis le petit gars, il commence. Il fait une tournée, il va dans le nord de Montréal et un jour, il dit, bon, aujourd'hui, c'est l'île aux Coudes. Alors, il arrive de la baie Saint-Paul et il se présente aux éboulements. Et avant d'arriver aux éboulements, le ministère des Transports a coupé la route en bas d'une côte pour faire des travaux. Puis il y a comme un détournement. Il monte debout sur ses freins pour arrêter en bas de la côte parce qu'il n'y a pas de freinage secondaire. Il réussit à arrêter. Les freins sont rouges. Il fait son petit déviron et il repart en haut de la côte des éboulements. Mais là, il n'arrête pas pour laisser refroidir ses freins. Parce que... Quand ils sont très chauds, il faut que tu nous expliques. Ça freine plus après ça? Non, les freins à tambour, une fois que c'est bien chaud, là, c'est comme s'il n'y en avait pas parce qu'ils ont gonflé. C'est pas parce qu'ils sont en mauvais état, là. C'est parce qu'ils ont été mal utilisés. Et là, au lieu d'arrêter puis d'attendre 15 minutes que les freins refroidissent, comme on dit à l'épicer sur des breaks, il repart. Il prend la côte parce que il y a une 50aine de personnes âgées en arrière qui peuvent pas tolérer l'idée de pas prendre le prochain bateau. Ah, parce qu'on le voit, là. Oui. Comme quand on va au casino, faut pas avoir de panne parce que hey, tu nous voles du temps de machine, toi, là. Le casino, ça, c'est les pires voyages. Et donc, le petit gars repart d'en haut de la côte. Et aucune mauvaise foi de ce que j'entends. Aucune mauvaise foi. Inexpérience. Attends, il est sur le bâton. Il part en 2e, il monte en 3e, peut-être en 4e, puis là, il veut revenir en 3e parce que ça commence à descendre à pic. Aussitôt qu'il est sorti de la guire, il n'a jamais été capable de synchroniser la transmission pour rétrograder. Il allait trop vite. Et il est arrivé en bas de la côte, le bâton au neutre. Donc, plus de compression, plus de break. Mais crois-le ou non, il a réussi à se rendre en bas. Il a sorti dans la dernière courbe. Il avait tout fait les courbes de la côte. Il a sorti dans la dernière. Le petit gars, il conduit 50% de la flotte de son employeur. Un chauffeur professionnel qui perd ses breaks dans une côte, il a un choix dans le fossé. Intentionnellement, tu crisses dans le fossé. Il va avoir des nez cassés, des bras cassés, il va avoir des... Il n'y aura pas de mort. Tu vas pogner une calvette. OK, tu vas aller du côté, tu vas ramper de côté, là. C'est ça, tu vas aller dans le... Puis finalement, il va avoir une calvette, tu vas lever à terre, puis là, tu vas besoin de s'arrêter. Mais lui, s'il met ça dans le fossé, c'est la moitié de la flotte de son employeur. Moi, si je suis avec Bel Horizon, qui a 90 autocars, ben, j'ai un sur 90. Si je suis avec Intercar, qui en a peut-être 50, mais j'ai pas la moitié de la flotte dans les mains. Fait que le petit gars, il n'a pas été capable de se résigner, puis il a quasiment réussi, puis en bas, ça a frappé, puis tout le monde est mort. Aucune excuse de cet accident-là qui n'aurait jamais dû arriver. Puis les gens ont payé comme pour être avec Orléans Express, puis ils étaient avec une petite compagnie de Thetford Mines, pleine de bonne volonté, mais qui était habituée de voyager sur le planche, qui n'était pas équipée. S'il y avait eu juste une pancarte en haut de la côte, côte interdite, si vous n'avez pas un système secondaire de freinage. Vous n'aurez jamais eu d'accident. On n'aurait pas dépensé des dizaines de millions de dollars à refaire une côte pour rien, juste parce que Lucien Bouchard n'a pas de nerfs. Ce qu'on a installé, tant qu'à parler de ça, pour terminer en sécurité, les fameux lits d'arrêt, là, tu utilisé ça? On se dit tout le temps... oui, c'est surtout les camions. Parce qu'on connaît pas ça, mais on se dit... mais est-ce que... prenons un exemple qui nous passe tout en tête comme citoyen qui nous entend aujourd'hui. Moi, je suis arrivé avec mon char, mon Jeep Cherokee là-dedans. Je vais-tu caler vite? Ou je sais que c'est pas fait pour ça, là. Est-ce que non, il va t'arrêter. OK. Tu vas caler dans la gravelle. Peut-être que tu vas flotter dessus un petit peu, là. Mais c'est drôle parce que... Ils sont utilisés, mais ça je l'apprends. À ma connaissance, c'est surtout les camions.
OK. J'ai pas le souvenir d'un autocar qui soit allé là-dedans. Parce que, règle générale, les autocars, comme je te disais, c'est pas des véhicules lourds, là. C'est des gros véhicules, mais pas relais. Tu sais, tu peux avoir une vanne de 160 000 livres, mais l'autocar à côté, il fait 17 tonnes. Ben, ça se compare même pas, là. Non. Mais à ta connaissance, donc, ces lits-là servent. Ah, ça sert, oui. Oui. C'est mieux. Ben oui. Merci, André. Mais je vous en prie. À une prochaine. On a des sujets? OK. On a beaucoup de gens qui vous réclament. On aimerait vous entendre à la radio. C'est réentendu, c'est redit. Et on voit que vous êtes actif sur Twitter. Fait que je le mentionne parce que c'est des gens qui ne le savent pas en nous entendant. vous laissez parler. Si vous venez sur Twitter puis je vous ai pas encore vexé, soyez patient, ça va venir. Salut André. Salut.